Alors j'ai préparé un gros diaporama parce que j'avais un double objectif. D'une part, faire une petite intervention avec vous là, et puis par ailleurs, on m'a demandé ça dans le lycée agricole près d'Angers, avec les BTS, et donc là on m'a donné 3 heures, d'où un gros machin, alors sachant qu'il y aura sûrement de l'opposition au niveau de la salle, donc j'ai essayé de faire quelque chose qui est un peu gros. Ah, les poids, je pense que ça va aller. Bon, la domestication, Bob a fait ça brillamment. Je vais rappeler la sélection scientifique des plantes, donner des définitions. J'ai 3 diapos de définition. Ça risque de passer un peu de temps, mais en même temps, c'est ce qui permettra après de travailler, sachant qu'il y a beaucoup de sigles. Quelques méthodes de sélection, ce que j'ai appelé relativement naturelles. Hein, les sélectionneurs du 19e siècle et du début du 20e passaient par la reproduction. Le point de vue de 5 acteurs de la sélection variétale, dont Semences Paysannes. C'est des documents qui figurent sur le site de l'INRA, qui ont été préparés par Isabelle Boldrager, que beaucoup d'entre vous connaissent. Ensuite, le dispositif français de mise en marché, de protection et de multiplication d'une obtention végétale. C'est là qu'il faudra... Le cœur de mon intervention se situe là. Vous connaissez comment fonctionne le système concurrent de Semences Paysannes. Les techniques moléculaires, je les ai mises, mais c'est Eric qui les traitera cet après-midi. Et les principaux problèmes et points à débattre, j'ai préparé 2 diapos avec une dizaine de points qui peuvent ouvrir sur les luttes qui seront examinées demain. Donc je vais commencer par... ça je passe, c'est ce qu'a présenté Bob. Là j'ai sorti toutes les dates. Alors vous avez mis dans le texte que je devais commencer à partir de la Deuxième Guerre mondiale. En fait non, Roxane, ça commence au XVIIe siècle. On a compris comment fonctionnait la reproduction des végétaux. En fait, pour les animaux, c'est simple. Un éleveur, il a des vaches, il veut améliorer son troupeau, il va chercher le taureau chez le voisin. Donc, on sait comment se passe la reproduction. Pour les végétaux, ça a été plus complexe. Et c'est en 1676 qu'une découverte du rôle des organes reproducteurs. Et ensuite, il y a une trentaine de points. L'hybridation sur le maïs, c'est dès 1845. Les premières hybridations entre espèces, au sein d'une même espèce, c'est un Français, Charles Gaudin, dès 1863. Le début de la sélection, ce qu'on appelle généalogique, sur les lignées, c'est Louis de Villemorin, en 1865, sur la betterave. Et après, il a encore travaillé sur le sujet, sur le blé. Et c'est lui qui a fait le premier catalogue des blés. Et on n'était pas encore arrivé au XXe siècle. Loi de Mendel, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais c'est des bases pour les généticiens, compréhension, comment se transmettent les caractères. 1908, la base de la sélection des hybrides, mais des hybrides à partir de lignées dégénérées, donc homozygotes. Ça, c'est 1908 aux USA, qui a fait la fortune de certaines firmes semencières. J'explique comment homozygote. Je l'expliquerai après. Ouais. Donc, sinon, 1912, il y a 4 méthodes de sélection sur le blé qui ont été mises au point. 1933, les premières variétés de maïs hybrides qui ont été cultivées, diffusées aux USA. 1935, la première carte génétique de certaines espèces, dont le maïs, et de certains gènes du maïs. Après, je passe, culture in vitro sur la pomme de terre, 1950. 1953, on a compris comment fonctionnait la double hélice de l'ADN, enfin on l'a décrit. 1975, premier hybride de tournesol par stérilité mâle génétique, à partir de populations sauvages de tournesol qui possédaient ce gène de stérilité. Ensuite, transfert de gènes par bactérie en 1977. Je passe
1985. Première variété de blé issue de la technique d'aplodiploïdation. C'est-à-dire on double les gamètes, que ce soit le pollen ou l'ovule, on va doubler leur nombre de chromosomes. Et c'est là que j'ai compris, parce que je n'avais pas étudié ça depuis très longtemps, qu'on utilise la colchicine pour ça. C'est donc une mutagénèse. Et pourtant, c'est très très utilisé en sélection des céréales et d'autres espèces. Ça permet de gagner 3-4 ans. Les betteraves, c'est déjà dans les années 50. Avec aussi la colchicine. Oui, tu vois. Là, on est en 85 pour le blé. Bon, 2000, séquençage du génome avec la fameuse Arabidopsis. Et puis, séquençage du génome du riz en 2002. Et puis, là, c'est Eric et je ne continue pas. Un nombre assez impressionnant. J'ai mis 15 diapos là-dessus, mais ce ne sera pas du tout sur les nouvelles technologies, new breeding techniques. J'ai la voix qui se casse, hein, j'espère que... Hier, ça allait, mais avant hier, j'étais à faune. Bon, vous avez un autre schéma qui est plus facile, qui vient du CNIS. Le CNIS, c'est un site pédagogique qui n'est pas inintéressant. Bon, il ne faut pas croire tout ce qu'ils disent. Qu'est-ce que c'est le CNIS? Le CNIS, c'est le groupement national par industrie, mais c'est interprofession semencière. J'ai tendance à dire industrie parce que les firmes semencières sont très fortes et très majoritaires dans cette interprofession. En sachant qu'elle est maintenant, son président, c'est l'ex-président de l'IMAGRA, Pagès. Bon. Hop, je passe là-dessus, hein, parce que je l'ai déjà passé. Alors, des points intéressants du 19e siècle, avec les gens que j'ai cités, Mendel, Lecoq, Villemorin, Naudin. Une plante, on dit le phénotype, c'est égal au génotype qui interfère avec son environnement. C'est-à-dire qu'une plante donnée, un individu donné, avec une même base génétique, placé dans un environnement différent, peut donner des plantes différentes. On le sait pour les animaux. Certaines races françaises, je pense à la tarentaise, ont donné dans le Maghreb des phénotypes moins laids et plus viandes. Moi, je le sais dans le chanvre. Dans le chanvre, en fonction du climat et en fonction de certains traitements pour raccourcir le chanvre, qui peut monter à 3,50 m de haut, aller épurer une plante qui est à 3 mètres, 3,50 m, c'est très dur. On raccourcit, et ben on féminise la plante. C'est-à-dire qu'une plante qui peut être à la fois mâle, à la fois femelle, ou purement mâle ou purement femelle, on va induire un nombre de femelles beaucoup plus grand. Donc, vraiment, ça c'est le point clé. Hein. Une plante, c'est complémentaire de ce que tu as dit, Bob. Hein. Tu peux intervenir, Bob, moi si je raconte des conneries. Hein. Parce que hein, une plante est le résultat des interactions entre ses gènes et le milieu où elle pousse. Alors, autre point aussi, certaines plantes sont autogames. Vous voyez ce que ça veut dire, ouais, hein, autogame? C'est-à-dire que la majorité des reproductions chez cette plante se font à l'intérieur de la fleur. Par exemple, c'est le blé. Le blé est à 97% autogame, c'est-à-dire qu'il n'y a que 3% dans un champ de blé qui vont venir d'une autre plante. Mais comme c'est des clones, ça donnera toujours le même résultat. Mais ce qui fait que ces plantes autogames, au niveau de la sélection, les méthodes seront différentes des plantes allogames. Plantes allogames, le typique c'est le maïs. La fleur mâle est en haut, la fleur femelle est au milieu. Et il y a une probabilité pour que les fleurs, les stigmates de la fleur femelle, soient fécondés en partie seulement par cette même plante et par beaucoup de ses voisines, qui peuvent être qui peuvent avoir des génomes très très différents. Donc les plantes allogames et les plantes autogames, et toutes les plantes mixtes, comme le colza est une plante mixte. Vous savez, dans la biologie, c'est jamais noir ou blanc. Il y a toujours plein d'intermédiaires. Juste, encore, tu as un point, je crois que c'est important aussi parce qu'on s'est souvent trompé en disant que c'est une plante autogame. Et en fait, il n'y a jamais d'autogamie stricte. Exactement. Et il faut faire très attention parce que
si on pense qu'il n'y aura pas de pollen qui viendra de l'extérieur, c'est trompeur. Il suffit que l'environnement change, il fasse chaud, etc. Et les fleurs peuvent s'ouvrir, et justement à ce moment-là, qui est une partie. Donc on est toujours autogamie préférentielle, pour dire qu'elle fonctionne sur un régime d'autogamie, mais c'est... Oui, c'est exactement ça, et jamais du 100%. Un gène est une séquence dans un ordre précis de 4 bases azotées, hein, A, T, C, G, hein, je ne vais pas les reprendre. Autre idée, une partie de l'hérédité n'est pas seulement transmise par l'ADN, mais elle peut être aussi transmise par le cytoplasme. Une lignée pure, c'est un ensemble d'individus très homogènes et censés, le censé met toujours une pondération, transmettre indéfiniment ces caractères. En fait, c'est pas vrai, parce qu'il y a coévolution entre l'environnement et la base génétique. L'hybridation, c'est le croisement dirigé entre 2 variétés. Les premiers sélectionneurs ont fait des hybridations, particulièrement pour les plantes autogames, en coupant en empêchant les étamines de polliniser leurs propres fleurs, on les coupe, puis après, en tomate, on fait ça aussi, en blé, et en ramenant du pollen d'une autre variété. Hein. Mais le terme hybride a également un autre sens, c'est un croisement de 2 lignées qui ont été rendues homozygotes, c'est-à-dire que les paires de gènes, les allèles sont semblables, et que la diversité génétique de la plante se réduit au fur et à mesure que l'on fait de la consanguinité. Dans l'espèce humaine ou dans l'espèce animale, plus on fait de la consanguinité, moins il y a diversité génétique dans le génome, plus on devient rachot, sensible à plein de tares, etc. Donc les plantes homozygotes, c'est des plantes plus fragiles, mais dont on régénère la vitalité en croisant 2 homozygotes, on a l'hétérosis. Et donc, ce qui est logique, quand on a 2 tarés et qu'on les croise, si on arrive à les croiser, bon, la plante qui va être obtenue, ou l'animal qui va être obtenu, aura des performances plus grandes que les 2 tarés. Donc on a l'hétérosis, là, c'est pas forcément un miracle. Non, je dis ça parce que les Indiens du Guatemala ont sélectionné des maïs à 100 quintaux, les Hutus du Rwanda ont sélectionné des maïs à 80 quintaux, sans être passés par les hybrides homozygotes. Et des sorgho-acétones. Hein. Simplement, ils avaient des conditions de milieu, des sols volcaniques, une bonne pluviométrie, puis un énorme travail de sélection paysanne sur des siècles. Juste hybridation, on l'utilise plutôt en hybride interspécifique. En fait, entre 2 variétés... J'ai un schéma qui montrera ça après. Ouais, mais c'est plutôt entre des espèces très différentes au départ. C'est pour ça que de temps en temps, c'est vrai que tout à l'heure, Marie a dit, mais c'est de l'hybride F1 dont tu parles. Non. Moi, je l'utilise. Pas de ça. Ouais. Et c'est vrai que là, il y a plusieurs sens à hybride, il faut faire attention. Le croisement, ouais. moi j'aime bien. Mais j'ai un schéma qui le montre tout à l'heure. Et donc, il faut préciser quand on dit schéma du hybride, CNIS. hybride interspécifique ou hybride F1 de lignée pure. Voilà. Les rétrocroisements, je dirais un schéma pour vous montrer ça, parce que c'est une méthode, je suis à peu près sûr que les paysans ont utilisé cette méthode, mais sans la formaliser, l'expliquer scientifiquement. Il y a des sélections paysannes qui ont permis d'introduire progressivement un caractère de résistance, par exemple aux viroses du manioc, en allant chercher la résistance dans les populations sauvages et en l'intégrant dans leur population cultivée. C'est ce qu'a expliqué Bob tout à l'heure. La création variétale s'est mondialisée dès le début du XXe. Roxane, tu vois, on n'a pas attendu la Deuxième Guerre. Alors là, il y a, si je vais comme, les sélectionneurs ont utilisé des variétés de tous les continents. Là, je prends les variétés de blé. Les V23 et V27, c'est les Vilmorin. Je suis allé travailler au Chili, où il y a 25 ans. Ben, ils utilisaient du Vilmorin 28. Les paysans, ils étaient très contents parce que c'était des blés qu'ils avaient fait coévoluer dans leur milieu et qui s'étaient très très bien adaptés. Alors vous avez différentes origines. Et là, par exemple, le Renan, qui est utilisé en bio, vient du Marie Sussman, une variété anglaise absolument immangeable, mais super rustique aux maladies. Et donc vous avez toute cette généalogie du blé, et on a des variétés qui viennent du monde entier. Donc
Ils utilisent des variétés issues de tous les continents. Les diverses méthodes de sélection des sélectionneurs du début du XXe demandent souvent une dizaine d'années entre la première hybridation, c'est-à-dire le croisement de deux variétés différentes en enlevant les étamines du blé, puis en amenant du pollen d'une autre variété. Il faut 10 ans entre le début, l'hybridation, et après la sortie de la variété et la présentation à l'homologation. GVS CTPS, j'en parlerai tout à l'heure. Alors ça induit des coûts élevés et une crainte des piratages. Bon, j'ai travaillé en Algérie avec des firmes françaises qui voulaient vendre leurs variétés de blé tendre et surtout de blé dur, qui ont foiré, parce que s'adapter au sirocco algérien, c'était pas possible. Le milieu était trop difficile. Les sélections paysannes avec des variétés magnifiques, Mohamed Ben Bachir, DA3, des trucs, c'était des populations d'ailleurs, même si l'INRA français puis la sélection algérienne après ont un peu homogénéisé, mais ça reste des populations. Eh bien, ils m'ont bien expliqué qu'ils empêchaient, ils fouillaient les gens. Par exemple, des Chinois venaient visiter leurs parcelles, ils les fouillaient à la sortie, parce qu'il suffit de voler un grain d'une variété de plantes autogames ou un clone pour piquer 10 ans de travaux. Je ne vais pas faire l'avocat de la partie adverse, mais il faut le comprendre quand même. C'est que quand tu fais une plante qui n'est ni verrouillée technologiquement comme un hybride F1, sur lequel il n'y a pas de brevet, c'est vrai que c'est très facile à voler. Et je ne sais pas si vous vous rappelez ceux qui ont cultivé du maïs il y a 30 ans, il y avait un maïs qui s'appelait DA, qui était très pionnier, et il y avait une autre variété qui avait volé les lignées de DA, qui s'appelait Adonis, et c'était du vol. Il y a eu procès, etc. Là, c'était en cas d'hybride F1. Mais cette crainte de toujours se faire voler un grain ou un plant a emmené ces firmes semencières. Je rappelle aussi qu'au début du XXe, ces firmes semencières travaillaient pour leurs voisins. Moi, par exemple, les maisons de semences, Ringot, Després, je suis originaire du Nord, et beaucoup de ces maisons de semences étaient là-bas. Ils avaient une espèce de contrat avec leurs voisins, producteurs de grandes cultures. Toi, tu t'es spécialisé. C'était des paysans, souvent des grandes fermes quand même, qui s'étaient spécialisés en semences. Donc, ils ont fait un boulot que je trouve assez utile, avec les limites que je vais montrer après. Mais qui se sont laissés entraîner, enfin, qui ont été rachetés maintenant par la course génétique qu'on va voir après. Alors, les sélectionneurs ont cherché à se protéger et accroître sur le retour sur investissement, leurs royalties, aux dépens des paysans. Il fallait de plus en plus emprisonner le marché. D'où l'UPOV, l'Union des producteurs d'obtention végétale, qui a été créée en 1961 Union pour la protection pour la protection des obtentions végétales, a été créée en 61, mise en œuvre en 1968, avec deux exceptions qui étaient intéressantes par rapport au brevet. C'est que les sélectionneurs peuvent utiliser la variété de leurs confrères sans payer de droits. Et puis les paysans avaient, le terme qui était adapté dit, c'est pas seulement la possibilité, ils avaient le droit, je parle de 61, de multiplier leurs semences fermières. Après on a parlé de privilèges, et puis après on a... Il n'y a rien d'écrit dans la Convention, mais simplement la Convention de 61 ne protège que la commercialisation du matériel de reproduction, donc des semences, point à la ligne. Alors qu'à partir de 91 ou de la loi de 70 en France, protège la reproduction de la variété. La reproduction de la variété, c'est les semences de ferme, ou la commercialisation de semences, alors que la Convention de 61 ne parle pas des semences de ferme. Elle les ignore. Après, les États font ce qu'ils veulent. Moi, j'ai simplement indiqué que les règles de l'UPOV ont évolué. En 72, en 78 et surtout en 91, les droits des paysans ont été complètement niés. Et les semences fermières, c'était un combat, mais pas seulement en France, c'est dans tous les pays. Même dans des pays en développement où les paysans n'ont pas la possibilité d'acheter les semences chaque année, où le règlement officiel, soit à Madagascar ou dans plein d'autres pays, c'est logiquement, tu n'as pas le droit de ressemer une semence qui vient souvent
de tes parents qui a été très peu modifié par les obtenteurs locaux. En France, la mise en place de la CVO, quelqu'un va dire ce que signifiait ce sigle? Je vais l'expliquer après, mais non. On attend plus tard? C'est parce que tu sais pas de quoi Non, c'est parce que j'ai envie de vous réveiller, de me réveiller moi-même. Cotisation volontaire obligatoire. Il fallait le faire. Hein. Contribution ou cotisation? Contribution volontaire obligatoire. Ah, il faut le faire, ouais, c'est sûr. C'est faux. Et en plus, Bon. c'est un système complexe parce que tu la payes une année, si tu rachètes des semences, on te rembourse le montant. Oui. On rentrera peut-être plus tard dans le détail parce que c'est un combat aussi. Verrouillage technologique. Hein, ces firmes voulant avoir de plus de retour sur investissement, eh bien, d'où l'idée des hybrides F1. Si tu les ressèmes, tu vas perdre 10 ou 15 ou 20% du potentiel de production initiale de ta F1. Et donc la différence de prix fait que tu es incité à racheter des semences. Et puis même on est allé jusqu'au gène Terminator, puis plus plein de verrouillages juridiques que Guy vous exposera cet après-midi. Pardon, sur cotisation volontaire obligatoire, là. Il y a une définition qui vient. D'accord. Attends un petit peu. Oui, d'accord. Attends un petit peu. Non, Michel. Alors, les définitions. Population, c'est une définition d'Isabelle Gaudringer. Guy, est-ce que tu penses ou Bob? On la lit? Ou Dis-le parce que les gens... Allez, vas-y. Non, vas-y, parce que ma voix, elle se fatigue, hein, comme c'est le sujet que tu as... Donc, variété hétérogène, formée de mélanges d'individus relativement proches en apparence, mais présentant une certaine diversité génétique. La population possède de ce fait un pouvoir évolutif qui lui permet de s'adapter en continu aux variations du milieu, car il existe toujours dans la population des individus mieux adaptés aux conditions qui, de fait de la sélection naturelle, tendent à laisser plus de descendants. L'agriculteur peut alors laisser opérer cette sélection naturelle, bien orienter la sélection en choisissant lui-même des individus. On appelle ça la sélection massale. Je trouve que c'est une très bonne définition. Hein, ce que sont les variétés populations dans les pays du Sud, dans beaucoup de pays du Sud, c'est encore ce qui alimente majoritairement les populations. Variété, alors ça c'est la définition du GNIS, c'est une population artificielle obtenue en vue de son usage en agriculture. Elle est reproductible, homogène, stable dans ses caractéristiques génétiques et distincte des autres variétés. D'où la DHS. Ça c'est pour un obtenteur, c'est la solution la plus simple pour recouvrir ses royalties et pour ne pas être pillé par un autre obtenteur. Mais par contre, en termes de biodiversité et d'adaptation au changement climatique actuel et à venir, c'est plutôt une catastrophe. Moi, sur reproductible, moi je le trouve ambigu. Il est reproductible à quel sens là, dans cette définition-là? Parce que la plante que tu as fabriquée, elle n'est pas stérile, elle va se reproduire à Ça veut l'identique. dire non stérile dans ce cas. Non, mais c'est pas la plante, c'est la variété. Parce que C'est la variété, oui, la variété. Parce que l'hybride est une variété. Mais elle ne se reproduit pas à l'identique. Ben, elle se reproduit quand même. Pas à l'identique, mais elle se reproduit. Mais elle reproduit ses parents. Oui, non, reproductible, c'est le côté de stabilité, c'est-à-dire que ta variété, est-ce qu'elle se reproduit? Un hybride ne se reproduit pas. Mais tu peux reproduire la variété en recroisant les deux lignées. On doit repartir des deux lignées pour reproduire l'hybride qui a été fabriqué à partir de variétés homozygotes, moi je dis dégénérées. Chantal, lis la phrase, en fait on a peut-être pu inverser. La lignée pure, c'est un ensemble d'individus homozygotes, identiques entre eux, et reproduits identiques à eux-mêmes par autofécondation. Et c'est souvent ce qu'on entend par une variété DHS, elle va se remultiplier à l'identique. En fait, comme elles ne sont pas, il y a une erreur là-dedans, c'est comme l'a dit Bob tout à l'heure, il y a toujours 5-10%, ça dépend si c'est du soja ou si c'est du blé ou si c'est du haricot, de fécondation qui peut être croisée. Et donc,
cette fécondation croisée, plus l'expression des gènes dans des conditions différentes, font qu'elles peuvent coévoluer avec le milieu. Ça, c'est un gros sujet de débat. Bon, les lignées pures sont multipliées en 3 étapes. La prébase chez l'obtenteur, à partir de l'AG0, la base, et après les semences certifiées qui sont multipliées chez des agriculteurs multiplicateurs. Ça donne des G4, des R1. Les R1, c'est la semence du commerce, ou la R2, qui est aussi une semence du commerce. Ce qui est important à savoir, et bon, Valentin est bien placé pour le savoir, c'est qu'une lignée pure, on dit qu'elles sont multipliées, mais elles sont multipliées et épurées. Ça veut dire qu'il y a un travail du paysan ou du sélectionneur sur quand il multiplie, il voit arriver une partie qui est hors type, qui n'est pas dans de cette pureté. Et donc, pourquoi est-ce qu'on les appelait le pré-base, base et certifié? C'est qu'à chacun des cycles, il y a eu un œil et un passage dans la sélection pour enlever tout ce qui est hors type, parce que de toute façon, ils sont là. Ils sont là parce que la biologie va les refaire. C'est ce que tu disais, toi, quand tu faisais tes oui, épurations de chanvre. Mais alors, le chanvre, ouais. Je prétends que les variétés actuelles de chanvre sont des populations. Ah oui, c'est qu'en fait, c'est des populations qui n'ont pas été vraiment sélectionnées de façon de sélection généalogique des clones. Pourquoi? S'il y a une telle diversité génétique au sein du chanvre que ce serait, si on pratiquait ça, on aurait enlevé les 2/3 des plantes qui se trouvent dans les parcelles. Et notre épuration se limitait à éliminer les plantes qui sont purement mâles, parce qu'elles ont un cycle un peu différent, elles deviennent plus précoces. Mais moi, je pense qu'il n'y a pas de lignée vraiment pure, hein, ça n'existe pas. C'est un fantasme d'épurateur. Ouais, un fantasme raciste, j'allais dire. Oui, mais ouais, voilà, on peut. C'est la consanguinité. Pierre-Henri Guidon, il dit ça aussi. Oui, non, mais je suis d'accord. En fait, le racisme du 19e siècle qui a été poursuivi jusqu'au milieu du... encore. Alors maintenant, il y a Ils sont dangereuses, ça. une définition qui me plaît beaucoup. C'est les variétés composites. Alors, c'est la variété que tu vas utiliser est un mélange de sources génétiques, de génomes différents d'une même espèce, soit un mélange d'hybrides, soit un mélange de population, soit un mélange de lignées. Et c'était l'option qui a été choisie pendant plein d'années par le CIRAD et par des centres de recherche publique en Afrique, ou parfois en Amérique centrale, parce qu'en cherchant de la biodiversité dans les parcelles, plus il y a de biodiversité dans les parcelles, plus il y a une possible adaptation à des aléas climatiques. Et puis, ces plantes coévoluent entre elles, et dans ces cas-là, si tu veux revenir à une variété plus homogène, tu peux attendre 5 ans et parfois plus. Donc le paysan n'a pas du tout à renouveler sa semence tous les ans, comme dans le cas des hybrides F1. Et c'est ce schéma-là que nous avons adopté sur la ferme, non pas en partant de population, mais en partant de semences des obtenteurs, en mettant toujours 4 semences des obtenteurs relativement compatibles, avec un quart, et ce qui nous a permis de réduire les fongicides. On n'était pas en bio, mais réduire les fongicides souvent des 2/3. On prenait beaucoup moins de risques que si on avait une lignée pure. La lignée pure, c'est comme si vous imaginez un stade avec 100 000 spectateurs. Si tous sont des clones ayant le même génome, qu'il y en a un qui a la grippe, il va transmettre la grippe à tous les autres. Hein. Et donc c'est une très grande fragilité. Plus vous mettez de biodiversité dans une parcelle, plus elle s'adapte aux facteurs de l'environnement, aux maladies, etc. Maintenant, le DHS. Roxane, lis un peu sur ça. Non, mais moi je sais. Non, mais tu lis pour les autres. Ah, Ah, mais oui. avec mon accent grec. Oui. On adore. Oui, ça. DHS, critères de distinction, homogénéité et stabilité exigés pour l'inscription d'une nouvelle variété dans le catalogue officiel, ainsi que pour les demandes de COV.
Pour être commercialisée en France et en Europe, toute nouvelle variété doit satisfaire aux exigences du catalogue. Le catalogue va venir après. Hein. Les semences doivent avoir fait l'objet d'une certification. Après, la VAT, VATE, hein, c'est la valeur agronomique et technologique auquel on a rajouté un E pour la valeur environnementale. Donc logiquement, des semences qui doivent nécessiter moins d'intrants chimiques. Ça reste du discours théorique, mais là je crois que tu pourras, Guy, donner des compléments peut-être là-dessus, peut-être pas maintenant, mais après. La certification, quand on dit qu'une semence est certifiée, ça veut dire qu'on a l'identité de la variété, qu'elle a une certaine pureté spécifique. Il n'y a pas d'autre, à 2 pour 1000 par exemple, de variétés différentes dans la semence, et qu'il n'y a également pas de semences de mauvaises herbes. Sa faculté germinative et sa qualité sanitaire sont également déterminées. Moi, nous, on a produit des semences de carottes. Et les carottes, vous savez, vous avez les carottes blanches des alentours. On passait parfois 1 mois à 2 mois par an à enlever, ça nous demandait 1 mois à 2 mois de travail d'enlever toutes les carottes sauvages qui étaient tout autour pour ne pas franchir le seuil de 2 pour 1000 à partir duquel tout ton lot est disqualifié. Bon, 2 pour 1000, pourquoi 2 pour 1000? Je pense que là on a cherché trop de pureté. Je pense que le vocabulaire qui est employé là, tu as raison, hein, ce sont certaines formes de racisme. Le COV, certificat d'obtention végétale, créé en 61, il assure une protection pour les variétés des obtenteurs qui ont maintenant le monopole de la vente pendant 25 ans. C'était 20 ans jusqu'à quelle année? 25 ans. La dernière loi de 2011. 2011, voilà. Alors, l'obtenteur peut utiliser la variété gratuitement pour en créer une nouvelle. C'est-à-dire qu'un autre obtenteur peut toujours utiliser une variété de la concurrence d'un autre obtenteur pour en créer une nouvelle. Le problème, c'est qu'apparemment, les paysans sélectionneurs ne peuvent pas, sont pas autorisés à utiliser. J'ai eu un débat avec le NIX là-dessus. Pourquoi? Parce qu'on a fabriqué des hybrides de maïs chez nous. Tu as le droit de... C'est sur la Vendée. Non, l'exception du sélectionneur est ouverte à tout le monde. Même les paysans. Y compris aux paysans. Le problème, c'est que quand tu fais de la sélection, tu ne fais pas une exploitation commerciale de la variété. Tu en crées une autre. Si le produit de ta récolte, quand tu fais de la sélection, tu le commercialises, ils estiment que tu fais une exploitation commerciale de la variété, donc que tu n'as pas le droit de le faire. Donc, en fait, ce qu'ils demandent, ce qu'ils disent, c'est que tu peux faire de la sélection, mais dans une parcelle séparée de tes champs. Or, le propre de la sélection paysanne, c'est d'être sélectionné dans son champ, pour sélectionner dans les conditions dans lesquelles on travaille. Pour le manger, pour le donner à manger à ses voisins. Donc, oui, pour le moment. Non, mais la qualité même de la sélection paysanne, c'est l'adaptation locale. L'adaptation locale, c'est l'adaptation aux conditions de culture du champ. Donc, tu commercialises la récolte. Mais eux, il faudrait que tu sélectionnes dans une parcelle dont tu ne commercialises pas la récolte. C'est là que un premier point de conflit ou de lutte. La CVO, c'est une redevance que l'agriculteur doit verser au sélectionneur pour. C'était 21, maintenant c'est 30. 13, ils en ont rajouté. Ah, donc c'est 21 plus 13, 34. Oui, le 30, je ne me rappelle pas ça. Hein. Espèce cultivée pour avoir le droit de semer les produits de sa récolte. Elle est fixée par des accords interprofessionnels. Alors, il y a des dérogations où les fermes de moins de 15 hectares en sont dispensées. Bon, je ne rentre pas trop dans le détail, là, parce que je n'aurais pas... on y reviendra probablement après. On a réalisé un 4 pages il y a quelques années qui est juste là que j'ai ramené sur ces questions-là, CVO et COV. Alors, pardon, Michel. C'est là que je vais intervenir parce qu'il y a eu des luttes sur les CVO, mais pas que en semences, pas que en graines. Parce que là, quand on le voit défiler, moi je croyais qu'il y avait... il y a eu des luttes, par exemple, sur les... Oui, beaucoup. La CVO, c'est un moyen de pomper de l'argent aux paysans d'une interprofession.
c'est le ministère qui donne le droit de faire un impôt qui profite à une interprofession. Et donc là, on le trouve dans le cadre des semences, qui joue un rôle particulier, etc. Mais c'est vrai pour quelqu'un qui vend du vin, dans une autre interprofession, c'est vrai pour le lait, à la maison du lait. Alors il y avait une bagarre, est-ce qu'on demande à bénéficier des interprofessions d'être représentés dedans, ou est-ce qu'on conteste la cotisation volontaire obligatoire? Certains l'ont contesté. On conteste sur le fond ou on conteste son utilisation. Oui, voilà. Le problème là, c'est que tu vois 85% des sommes qui sont cotisées par cette CVO sont redonnées aux obtenteurs. Oui. Et on n'a aucun droit de regard sur ce qu'ils vont en faire. Oui. Donc ils vont fabriquer des NPT. Par exemple, là, il y a un truc qui a été pris par d'autres dans le vin, par exemple, ceux qui ont fait la grève de payer leurs cotisations, Pascal Pagny et notre élu chambre en vin dans l'interprofession du vin de Languedoc-Roussillon, parce qu'il y a 50 interprofessions en France, dont certaines sont régionales. Et donc là, par exemple, il y a l'exception pour les petits producteurs, là, c'est-à-dire en dessous de telle chose, on ne paye pas, ou on paye moins, ou on ne paye pas du tout, là. Les fermes de moins de 15 hectares en sont dispensées, par exemple. Ça, c'est l'interprofession des semences et des céréales qu'il a fait. Mais dans le vin, elle n'existe pas. Donc les gens qui sont tout petits, on leur pique du pognon qui sert contre eux, souvent, et qui ont refusé de la payer. Enfin, je veux dire, voilà. Je voulais simplement dire que là, elle n'est pas propre qu'à la filière semence et qu'aux graines, mais qu'elle est partout un peu un racket, ce que certains considèrent comme un racket en tout cas, et qui parfois refusent de payer. Par exemple, on en reparlera peut-être. Dans le lait, dans le vin, demain dans les plantes médicinales. Je continue. Oui, le terme qui est souvent employé par les sélectionneurs, quand ils se réunissent là pour dire quelle orientation de notre recherche sur telle espèce, c'est l'idéotype. Alors c'est un truc très, je trouve, ironique, quoi. C'est le Graal dont rêvent les sélectionneurs. C'est une variété sélectionnée pour sa capacité à profiter de manière optimale d'un environnement donné. On se fixe un tas de critères et on va trouver l'optimum dans un milieu donné. Le problème, c'est que les conditions du milieu évoluent, c'est que les conditions climatiques évoluent, c'est que les conditions économiques peuvent évoluer, et que souvent ces idéotypes sont allés dans le mur. Et puis plus grave aussi, je vous donner l'exemple, il y a 20 ans, il y a une variété qui s'appelait Soissons. Elle a tellement été aimée par les paysans que 50% du blé français, c'était du Soissons. Alors vous croyez que ça n'a pas duré, hein? Ça a duré 2-3 ans. Qu'est-ce qui est arrivé, Jean-Pierre? Il est devenu malade. C'est-à-dire qu'une variété qui avait été homologuée par le CTPS, on parlera tout à l'heure, et par le GVS, pour sa résistance à la rouille prune, est devenue tout rouillée. En fait, l'interférence entre la génétique et le milieu, au bout de quelques années, on est passé presque à des monocultures de Soissons et on est allé dans le mur. C'est pour ça que l'idéotype, c'est un peu un rêve, quoi. Il vaut mieux gérer la biodiversité, la diversité dans les parcelles, que mettre un seul idéotype dans une parcelle. Alors, j'ai été chercher quelques infos au GNIS et infos OGM pour parler la cellule végétale, si jamais on avait besoin d'y revenir. Eric, j'ai une belle cellule, hein, si tu en parleras tout à l'heure. Elle est belle, ma cellule, elle est belle. Ah, bah oui. Elle est belle, elle est belle. Les principes de l'amélioration des plantes. Je repars là du début du 20e. On a 3500 formes de pommes de terre. On veut croiser 2 types de pommes de terre. On passe par les fleurs, par la reproduction, un croisement rapide. On a une nouvelle variété. On voit si elle répond aux critères de l'idéotype, etc. Voilà, c'est ce qu'ont fait les sélectionneurs, que les paysans ont parfois fait de façon non expliquée. Je ne dirais pas de façon empirique. Hein, ils n'ont pas toujours expliqué, mais la logique était la même. Juste sur la diapo d'avant, c'est juste une réflexion personnelle un peu simpliste, hein, mais je trouve qu'on voit que finalement le mot variété, au moins en tout cas selon le GNIS, porte assez mal son nom, hein, parce que une variété c'est tout sauf varié, quoi. Oui. Et puis, non, mais je dis ça parce que finalement quand on parle de variété population,
finalement, variété population, c'est une variété. Oui, et ça en fait, répond mieux en au... termes de langage, C'est plus clair. C'est plus clair. Tu as raison. Comment on pourrait appeler ces variétés non variées? Bah, des clones, pour la pomme de terre, c'est un clone. Par exemple. C'est le contraire de l'homogénéité. Alors, là, on va aller plus loin dans l'autofécondation. Chez le blé, c'est naturel. 95% des blés s'autofécondent. Le pollen vient relativement peu fréquemment d'un blé voisin. Par contre, pour le maïs, si on veut faire de l'autofécondation pour le maïs, il faut artificialiser. Et donc, il faut... on récupère le pollen dans le sac et on a mis la fleur femelle cachée et on va mettre le sac de pollen récupéré sur la fleur mâle sur la fleur femelle. On va faire, dans ces cas-là, une autofécondation, mais elle est dirigée par l'homme. Donc ça a été parmi les méthodes de sélection. On est intervenu pour cette hybridation, pour cette autofécondation. Et après, pour l'hybridation naturelle chez le maïs, hein, si le pollen de la plante voisine peut aller féconder les stigmates, hein, c'est l'hybridation naturelle entre des plantes plutôt allogames. Mais chez le blé, le sélectionneur est intervenu avec sa loupe et puis avec ses équipements pour ramener, il a castré les piliers de blé et pour y ramener du pollen d'une autre variété. Ça, c'est les méthodes traditionnelles qu'ont utilisées les Villemorin et compagnie à la fin du 19e et sur une bonne partie du 20e. À la limite, moi, ça ne me gêne pas. L'éleveur, il va bien chercher le taureau adapté à ses vaches. Bon, c'est pas à condition de ne pas mettre qu'un clone d'une seule plante multiplié 100 000 fois dans une parcelle d'1 hectare. Mais c'est compréhensible. Autre méthode, pardon. Ce qui est peut-être gênant, tu dis ça ne me gêne pas la façon dont ils ont hybridé, etc. Ce qui est peut-être un peu gênant, c'est qu'ils en ont profité pour s'accaparer déjà un petit peu les semences aux dépens des paysans. Quoi. Non. Si tu veux, avant que l'UPOV n'existe, moi je pars à la fin du 19e, au début du 20e, c'est les paysans qui trouvaient plus facile d'aller chercher la variété, mais peut-être qu'ils en prenaient, par exemple, ils en prenaient tous les 5 ans, ils renouvelaient. Mais il y avait un équilibre, et même jusqu'à ces dernières décennies, la part du blé, semences fermières en blé en France, c'était 50%. Il y avait 50% qui étaient renouvelés. C'était d'ailleurs souvent les plus petits paysans ou les éleveurs qui n'achetaient pas de semences fermières parce que plus compliqué pour eux pour les fabriquer. Donc il y avait une espèce d'équilibre. Ça n'a été verrouillé juridiquement et puis après technologiquement que ces dernières années. Une autre méthode, c'est le rétrocroisement. Vous avez, c'est souvent ce qui a été dit dans les plantes sauvages, vous avez une lignée donneuse. Ça peut être un manioc sauvage qui est résistant à des viroses, ou une pomme de terre sauvage, entre guillemets, qui est résistante. Et puis vous avez la plante receveuse qui présente déjà un certain nombre de caractéristiques sympathiques. Par exemple, pour le manioc, il ne va pas être trop acide, il ne va pas contenir trop d'acide cyanhydrique. Et puis on introduit le caractère avec plusieurs croisements, mais ça va demander 5-6 ans. Et on arrive à récupérer la lignée receveuse de départ avec le caractère que l'on a introduit. Mais on passe toujours par la fécondation. Ça, pour moi, c'est une méthode qui est plutôt sympathique. Mais le tort de cette méthode, c'est qu'elle demande 5-6 ans. Donc actuellement, on trouve la cisgenèse, dont nous parlera Eric cet après-midi, qui permet de faire ça en une seule année, quoi. Donc les obtenteurs, pour avoir davantage de royalties, ne peuvent plus attendre 10 ans. Et donc une grande partie de ces NBT, c'est pour permettre d'aller plus vite et de breveter en plus et de protéger. 10 ans, dans le monde financier actuel, c'est trop longtemps. C'est pourtant que les petites maisons de semences du nord de la France se sont fait racheter par les Novartis, Syngenta, Monsanto, etc. Là, c'est peut-être... Vous dites que ce n'est pas une méthode. Il faut me tutoyer. Pourquoi vous employez le mot naturel? C'est jamais naturel. Non, la cisgenèse
Ah oui, d'accord. N'est pas naturelle. N'est pas On verra naturelle. après. Ouais, enfin, moi, je ne la montrerai pas, mais Mais de toute façon. ça c'est une sélection orientée. Les paysans, la traditionnelle, l'utilisent. Moi, je l'ai vu utiliser sur le mil en Namibie. Pour introduire des caractères de précocité, eh bien, on prenait des milles ichrysates dans le nord de la Namibie, et les paysans mélangeaient leurs variétés paysannes, semaient à différents stades, avec des milles de l'ichryzate, pour introduire des caractères de précocité. C'était à peu près la forme des rétrocroisements, parce qu'après, tu fais une sélection massale pour choisir les milles qui vont correspondre à ce que tu aimes. C'est le mot naturel qui me dérange, parce que j'estime que le paysan dans son champ, il y a le fait du paysan, et c'est pas naturel, c'est pas la nature qui le fait tout seul. Et je trouve que c'est un biais. Ça dépend quel sens tu donnes au terme naturel, parce qu'il y en a deux qui sont différents au niveau juridique en tout cas. Voilà, c'est ça le problème. La domestication, par définition, il y a l'intervention humaine. Donc, si tu estimes que n'est naturel que là où il n'y a pas d'intervention humaine d'un système social quelconque, effectivement, il n'y a que les plantes sauvages qui sont naturelles, et aucune plante domestiquée n'est naturelle. Après, tu as la définition sur laquelle nous on se base, qui est la définition des OGM, et c'est de là qu'on utilise ce terme naturel. Ce sont les procédés de modification génétique suivant des méthodes qui ne s'effectuent pas naturellement, comme le croisement et la recombinaison. Et donc là, si tu veux, le croisement et la recombinaison génétique, ça s'effectue naturellement ou ça s'effectue non naturellement. La cygénèse, ça n'existe pas dans la nature, encore que... C'est une forme de transgénèse. Hein, encore que tu as des transferts horizontaux par les bactéries, pas de cette manière-là, alors que le croisement, ça s'effectue dans la nature. Là, il est dirigé, il est accompagné, si tu veux. Ou bien l'humain fait partie de la nature, et auquel cas, c'est la définition des OGM qui nous donne la frontière entre naturel et pas naturel, ou bien l'humain ne fait pas partie de la nature. Moi, j'ai tendance à penser qu'on fait partie de la nature. Et à ce moment-là, le croisement, c'est bien sûr la définition, le critère, c'est bien sûr la définition de l'OGM. Ça te va? Non, mais il y a une grosse ambiguïté, tu as raison, parce qu'à chaque fois qu'on emploie le mot naturel, on ne nous renvoie pas la figure. Non, mais il pourrait, au lieu de mettre une méthode naturelle, parce que la méthode, alors en fait, n'est pas par un croisement naturel. En fait, ce serait par croisement naturel, parce que la méthode elle-même, c'est un process. Et ce process-là, c'est... Non, mais je parle de la cygénèse qui n'est pas naturelle. Hein? Regarde, c'est la cygénèse qui n'est pas naturelle. C'est oui, pas le rétrocroisement. Oui, tu permets maintenant, c'est pas une méthode naturelle, oui, mais et là, parce qu'en fait, le croisement naturel, c'est... L'ours, il a fait la même chose. L'ours, il ne fait pas partie de la nature. À l'époque, l'ours, il a fait la même chose. C'est exactement le film. Ouais. Il ne fait pas partie de la nature. Oui, il fait pas. Si tu dis que l'humain ne fait pas partie de la nature, comme l'ours, il a fait la même chose que l'humain, l'ours ne fait pas partie de la nature. Et demain, ça va être le vent. Ah non, mais alors là, il faut faire hyper gaffe à ça. Il faut faire hyper gaffe. Parce que nous, on revendique les savoir-faire paysans. Sinon ils nous éliminent. Oui, c'est vrai. Ils nous éliminent. Ils disent non, nous on prend avec des choses naturelles. D'ailleurs, ils sont très capables. Ils te disent que... Non. Donc le mot à choisir, c'est peut-être pas naturel, Guy. Oui, non, mais... Tu vois, moi je l'ai pris effectivement en me référant à la définition de la 2018. Bon, je continue. Hein. Non, mais croisement naturel, c'est normal. Oui, juste, cette diapositive-là, elle introduit une notion où, si on prend de quoi on parle, lignée donneuse, lignée receveuse, est-ce qu'on a abouti à la fin lignée convertie? Ça, c'est la théorie. Moi, j'ai quand même des gros doutes qu'ils arrivent par rétrocroisement au bout de 6, 7, 8, 9. Si, alors là, c'est confirmé. Au niveau génétique, non, si. C'est pas confirmé. Enfin, bon, on en parlera tout à l'heure, mais... Déjà, quand tu séquences, tu n'as aucune assurance de ce que tu as. Et en bout de course, la théorie présente que oui, on arrive à introduire un seul caractère dans la lignée commerciale. Ils ne regardent pas tant que ça ce qui se passe ailleurs. Donc, de là à garantir, quand on fait un schéma comme ça, que tout le reste revient de la lignée commerciale, bon, c'est... Tu as des remaniements, c'est 95%, oui. Et à 5%. Ouais, j'en ai discuté hier midi, c'est pas... Non, mais ça n'est jamais mathématique à 100%. Il y a entre le 95 et le 100, on retrouve. C'est tout à fait vrai, mais c'est une méthode qui a beaucoup d'intérêt.
Non, mais parce que la méthode au niveau phénotype et un intérêt, c'est ce que tu dis. Moi, j'imagine sans problème que plein de communautés paysannes ont pu le faire historiquement et tout. Aujourd'hui, les entreprises, elles revendiquent génétiquement une pureté en introduisant juste un caractère. Et là, il y a des gros... Non, mais là, l'introduction passe par la reproduction. Ouais. Et après, la sélection massale. Eric, c'est ça la différence. On n'est pas du tout dans les NBT. Parce qu'il faut bien essayer de mettre des seuils au niveau des NBT. Et là, on n'est pas ni dans la transgénèse, ni dans la mutagénèse. Tu vois ? C'est la reproduction naturelle, hein, fécondation, et après, sélection massale. C'est pas... Pour moi, il faut bien que le sélectionneur ou le paysan qui se passionne en sélection ait le droit d'un peu d'intervenir sur la nature dont il fait partie. Bon, maintenant, là, c'est plus compliqué. La culture d'embryons immatures. Au 19e siècle, au début du 20e, on a trouvé qu'à partir de certaines cellules, on peut reproduire la plante entière. Et donc, sachant que dans un système de sélection acide, de sélection classique pour le tournesol par exemple, on ne peut produire, il faut attendre que les graines mûrissent. Après, il y a la levée de la dormance, et donc c'est un cycle par an. En prélevant, après la fécondation, je me situe bien après la fécondation, en prélevant des embryons immatures et en les reproduisant en boîte de pétri, on réobtient la plante et on peut faire 4 à 5 générations par an. Toujours la préoccupation des obtenteurs, aller plus vite que leurs voisins, sortir les variétés les plus vite et gagner les sous les plus vite, les royalties les plus vite. Alors là, pour moi, je ne sais pas s'il faut la classer dans les LBT ou pas, mais on sort du naturel. Ça, c'est pas le paysan qui peut le faire dans son champ. Les hormones de croissance utilisées in vitro. Tu penses qu'il y a des hormones, oui. Oui. Donc là, allez. Je vais pas, j'arrête avec ce truc-là, c'est pour vous montrer qu'il y a... Le génique secondaire de Harlan, là. Vous êtes dans le pôle génique secondaire de Harlan. D'accord. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui est possible à faire avec un coup de pouce technique, etc. Mais qui n'est pas la transformation génétique qui est celle des NBT. Oui, parce qu'il n'y a pas de modification du génome. C'est pas vrai, parce qu'il y a une modification du génome, parce que toute multiplication cellulaire in vitro, c'est-à-dire que si la cellule est isolée de la plante, et que tu la multiplies in vitro, c'est un procédé de mutagénèse explosif, extrêmement puissant. Et le gros problème des gens qui font ça, c'est justement de conserver ce qu'ils veulent conserver et si tu vois, je l'ai sorti du site du GNIS, en plus, je lis dans une publication. C'est-à-dire qu'eux, ils ont commencé, si tu veux, à systématiser la mutagénèse in vitro plutôt que la mutagénèse sur plante entière, parce que le simple fait de les multiplier sans mettre de la colchicine, le simple fait de les multiplier in vitro, ça fait muter énormément. Bon, et ça ne mute pas dans un cadre qui se produit naturellement. C'est-à-dire que la mutation naturelle existe, et la cellule de la plante, elle est dans la plante. Et la plante, elle est dans le champ. Alors que quand tu isoles la cellule, là, c'est naturel, parce qu'une cellule que tu isoles, si tu ne la mets pas in vitro dans des hormones de croissance, elle crève. Elle ne se multiplie pas. Là, je pense que tu as raison. Non, mais, de toute façon, moi j'avais mis cette diapo-là en me disant c'est peut-être UNBT. Mais. Moi, c'est vraiment bon. Ok. Alors maintenant, on va passer à autre chose, parce que c'est. Je ne veux pas empiéter plus sur Eric, mais je voulais montrer qu'il y a quand même quelques méthodes de sélection qui étaient acceptables. Le point de vue de 5 acteurs de la création et sélection variétale. Alors, Guy, tu vas lire ça. Parce que je vais parler après-midi. Non, parce que c'est... Vas-y, Michel. Parce que je trouve que c'est sympa comme définition. Alors, c'est 5 définitions qui sont mises sur le site de l'INRA et qui sont un peu arrondies. C'est-à-dire que des oppositions qui peuvent être frontales ont été un peu arrondies. Vas-y, parce que ma voix, elle va pas tenir. Point de vue Patrick de Couchereau, l'agriculteur qui sélectionne une population dans son champ va retenir tout ce qui favorise l'adaptation au sol, à son mode de culture, de transformation, de valorisation, jusqu'au goût, couleur, résonance du pain qui sort du four, la brillance des épis, et le maintien de ces caractères lors des variations climatiques. Il s'intéresse peu au caractère DHS du COV, qui, dans ces conditions de culture non standardisées,
varie d'un épi et d'une année à l'autre. Les caractères qu'il retient ne sont pas nécessairement portés par chaque épi, mais par la population elle-même, et permettent de la distinguer nettement de toute autre population ou variété. Face aux nouveaux défis de la nécessaire diminution des intrants et du changement climatique, qui augmente la diversité et la variabilité des conditions de culture, ces qualités intéressent de plus en plus d'agriculteurs, bien au-delà de quelques marchés de niche. Cette sélection paysanne ne cherche pas à s'opposer à la sélection en station pour des conditions de culture standardisées, mais au contraire à en devenir le complément indispensable. C'est diplomatique. Hein. Oui. Bon, et maintenant je vais passer Christian Leclerc, le secrétaire général du comité technique permanent de la sélection, le CTPS, où tu sièges depuis combien d'années, Guy, au CTPS? 2006. 2006. Alors, là c'est une option différente. Qu'est-ce que c'est le CTPS, non? Hein? Qu'est-ce que c'est le CTPS? J'ai une diapo spéciale dessus. D'accord. Mais là on présente les options de la semence, tu vois? Les options de la sélection. C'est écrit en haut. Hein? Comité technique permanent de la sélection. Ouais, c'est déjà présenté, mais la création variétale a toujours participé aux objectifs de politique publique. Là, répondre à ces objectifs passe toujours par une diversité de l'offre variétale obtenue grâce à une évaluation agronomique des variétés dans des réseaux d'essais implantés chez les agriculteurs et représentatif de la diversité des conduites et des conditions agropédologiques françaises, agropédoclimatiques françaises, la fameuse VATE. La DHS n'est pas une fin en soi, mais c'est ce que j'ai mis en gras, c'est leur préoccupation majeure à ces obtenteurs. Elle est tout simplement indispensable pour identifier et tracer la variété tout au long du processus de production et de transformation. Dans une économie de filière, une description variétale stable est la garantie d'échanges sains, loyaux et marchands. La sélection paysanne in situ relève d'une autre approche de la création variétale. Il n'y a pas de son côté diversité et qualité, de l'autre côté standardisation et productivisme, trop productivisme. Les objectifs sont communs, les chemins pour les atteindre sont différents. Donc c'est toujours très diplomatique. C'est bisounours. C'est bisounours, oui. Après, il y a 3 autres définitions que je ne vais pas lire, mais je trouve que les gens qui s'expriment là sont très intéressants. Il y a Isabelle Goldringer qui dit que c'est la diversité des stratégies, j'ai quand même ce que j'ai mis en gras, des stratégies qui conduira à plus de diversité cultivée dans les champs et permettra, in fine, de progresser dans la maîtrise et la résilience des systèmes d'agriculture biologique face aux aléas climatiques. Et après, elle s'exprime, mais il faudra plus de temps, sinon... Après, vous avez Véronique Chable, qui exprime, je vais lire simplement ce qui est en bas, qui défend la sélection participative, qui est un autre concept qui, malheureusement, a beaucoup trop peu de sous en France par rapport à certains pays du Sud. La sélection participative tend à renouer avec la sélection paysanne, à la base de toute la biodiversité cultivée exploitée par la sélection classique, et redonne une place majeure à la diversité, concept fondamental de l'agriculture biologique, et hypothèse de la démarche scientifique associée. C'est une autre option, c'est cousin de ce que défend Isabelle, mais Véronique est plus, elle y met du culturel là-dedans, du philosophique. Et après Bernard Roland qui prétend que les paysans ne peuvent pas tout faire en sélection et qu'on a besoin d'obtenteurs du public pour aider les paysans à sélectionner. C'est une option qui tient la route aussi. Quand on connaît la trajectoire de Bernard Roland, je la respecte. Il faut savoir qu'il y a différentes options, et parmi les 5, là, à part celle du CTPS, moi je partage les 4 autres. Ça dépend dans quelle situation de paysan tu te trouves. Si tu veux faire par exemple des cultures maraîchères, et que tu vas avoir des bisannuels, des carottes, la sélection de la carotte, et puis obtenir des semences de carottes indemnes pas trop mélangées, qui correspondent à tes besoins, et sans trop de carottes blanches, c'est difficile. Pour reproduire des semences de blé, c'est super facile, mais des bisannuels, certaines sont compliquées. Donc je ne rentre pas dans le détail,
il y a des points de vue différents, dont certains sont parfaitement recevables. Maintenant, j'arrive. J'ai encore combien de temps T'as fini. Non, une demi-heure. Non, 10 minutes. Bon. Pareil, Alors, on a tant parlé du schéma. Ah non, j'ai plus que ça. Disons, je pense qu'il faut équilibrer avec Bob. Le schéma français d'homologation, de protection et de multiplication des obtentions végétales. C'est là qu'il y a tous les sigles. Allez, profitez-en. Le GNIS, Groupement National Interprofessionnel des Semences. Le GEVES, Groupe d'études de contrôle des variétés et des semences. Et deux contrôles, je l'ai fait une fois. Le CTPS, Comité Technique Permanent de la Sélection. Et puis le catalogue. Les acteurs ensuite pour la protection des obtentions végétales. En France, depuis 2012, c'est l'INOV. Et puis, qui est au niveau communautaire, c'est l'OCVC, Office communautaire des variétés végétales. Après, troisième groupe d'acteurs, ceux qui sont appliqués dans la multiplication. La FNAMS, la Fédération nationale des agriculteurs multiplicateurs de semences, qui me prélevait des cotisations du genre CVO sans me demander l'autorisation. Et bagarre, j'ai jamais pu gagner. Le SOC, Service officiel de contrôle et certification. Et parmi les labos, le LaboSem, qui est installé des labos d'analyse de la qualité des semences. Bon, voilà. Là, j'ai 10 diapos qui suivent, mais certaines vont être très rapides. Le processus d'inscription des variétés, un obtenteur qui veut inscrire une variété, c'est le 1, il la propose au CTPS, au Comité Technique Permanent de la Sélection, qui lui le donne, qui demande une expertise DHS VAT au GEVES, ou le GEVES ayant différents lieux d'expérimentation. Il s'ensuit un rapport d'expérimentation, un rapport technique d'expérimentation. Ensuite, ça revient au CTPS, en sachant que je crois que c'est seulement le quart qui reviennent au CTPS, non? Parce que je sais qu'il n'y a que le quart des variétés qui sont mises dans beaucoup d'espèces qui sont vraiment inscrites. Hein? Peut-être même pas, tu penses. Donc, le processus d'inscription, ensuite l'inscription, et ensuite le fameux catalogue. C'est bien, le CNIS, au moins, il sert à faire des papiers pédagogiques. Question, qu'est-ce qui est public là-dedans? Tout est public? Financement public? Ouais, bonne question. Alors, le CNIS, c'est mixte, mais c'est dominé par l'Imagrin et compagnie. Non, ça y est, maintenant, c'est une interprofession privée depuis 2015. Ah oui, d'accord, depuis un an. Il n'y a plus de sous, mais tu ne m'as pas dit qu'il y avait des fonctionnaires de l'État qui étaient encore au CNIS? Il en reste un, et c'est bien le point de conflit c'est la directrice du SOC. Mais sinon, il n'y a plus aucun fonctionnaire de l'État. Et c'est récent, ça. Et combien ça coûte tout ça? C'est les obtenteurs qui payent. Ils payent combien? Pour c'est de l'ordre de 5 à 10 000 euros. 5 à 10 Oui, c'est ça, ouais. 5, 10, 15 000 euros même. J'ai un tableau de chiffres. C'est 15 000 euros pour une variété de blé, je crois. Comment tu dis? 15 000 pour... Ouais, je pense que c'est ça. Pour une variété de blé, donc... Alors, pour les potagères, c'est beaucoup moins cher. Ouais, c'est plutôt 3 à 5 000, quoi. Ouais. Alors, un autre schéma, c'est le schéma de la filière semencière française, ça c'est la FNAMS. La diapo précédente, c'est les 3 premiers. Après, tu as la multiplication, l'agréage, l'usinage, contrôle, certification, commercialisation des semences. C'est tout le schéma. Je ne peux pas vous faire tout le schéma. Le CNIS, donc c'est interprofession, il n'y a plus de financement. À la fois, mais moi, sur leur papier, ils mettent quand même organisme à la fois officiel. Un petit détail. Ouais. C'est en train de changer, ça. C'est en train de changer. Un petit détail qui est important de comprendre. Ça mobilise un peu plus de 1000 experts pour le GEVES. Le GNIS. GNIS, GEVES, tout appareil. Parce que tu vois, le GEVES, il vient après. Hein. Avec tout l'appareil, si tu veux, quand tu fais les expérimentations pour l'inscription au catalogue, avec toutes les espèces, il y a à peu près 1000 experts qui ne sont pas à plein temps. C'est des bénévoles. C'est-à-dire que ce sont les professionnels qui s'auto-certifient. C'est tous des professionnels.
et c'est les professionnels qui s'autocertifient, c'est-à-dire c'est le schéma de la corporation. C'est ce que j'ai mis à la fin comme point clé. Tel qu'il a été inventé pendant la dernière guerre avec le gouvernement de Pétain. C'est complètement. Oui, mais et le côté public, c'est que c'est l'État qui met son tampon dessus et qui dit moi je sors un décret, telle variété et t'explique au catalogue. Mais ce sont les professionnels qui se sont arrangés entre eux. C'est comme l'ordre des médecins, l'ordre des pharmaciens. C'est un club qui se partage des parts de marché. Et les contrôles participatifs dans la cellule Nature et Progrès, ça se compare avec ça ou pas? Non, on n'a pas le tampon de l'État. Alors, je vais simplement... Je pense que c'est important un peu de prendre quelques temps sur ces aspects-là parce que c'est pas toujours évident de comprendre tous les tenants et les... Et surtout que c'est en évolution. Moi, j'ai pris les documents qu'affirme le CNIS en disant officiel et interprofessionnel. Selon ce que tu dis, il faut barrer officiel. Jusqu'à maintenant, le CNIS était une interprofession créée, et d'ailleurs, toujours, le CNIS n'a pas de statut. Il est créé par décret. Donc, c'est bien un établissement qui a été mis en place par l'État. Bon, par l'État. C'est une interprofession, donc c'est des professionnels, qui est chargée de missions de service public. Et dans ces missions de service public, il y a la gestion du catalogue, il y a toujours, il y a le contrôle de la production des semences, c'est-à-dire c'est la profession qui s'auto-contrôle, et le contrôle de la commercialisation des semences, ça c'est le réseau France Paysanne qui a fait changer les choses, il lui a été enlevé il y a 2-3 ans, c'est la DGCRF qui contrôle la commercialisation, qui peut se faire accompagner sur ceux d'experts venant du CNIS. Ce qui vient de se passer récemment, c'est un nouveau règlement européen sur les interprofessions qui demande que les interprofessions ne peuvent être reconnues que si elles sont privées. Ça ne peut pas se faire du jour au lendemain. Il reste deux gros problèmes. Un, l'État est sorti du conseil d'administration du CNIS, donc l'an dernier, en 2015. Jusqu'à maintenant, l'État était au conseil d'administration du CNIS. Le président du CNIS, jusqu'à maintenant, a été nommé par l'État. Maintenant, il est élu par le CNIS. C'est pas un cadeau, ça. Oui. Maintenant, il est élu par le CNIS. Et le gros problème, c'est le SOC. Le SOC n'a pas de statut. Et c'est une section du CNIS. Or, c'est ce qui est marqué là, oui. Voilà. Et c'est ça qui va changer parce que les règlements de contrôle au niveau européen, tous les contrôles sanitaires et les contrôles de la commercialisation, il peut y avoir des autocontrôles, mais sous contrôle officiel. Or, le CNIS, lui, fait le contrôle officiel. Donc, ça ne peut pas être une section du CNIS parce que le contrôle officiel, il peut être donné à une boîte privée, mais indépendante. C'est le schéma des organismes certificateurs de l'agriculture biologique. Si tu es gestionnaire d'une marque commerciale d'agriculture biologique, tu ne peux pas être organisme certificateur indépendant. Or, le CNIS, lui, il est à la fois gestionnaire de la priorité, donc il n'est pas indépendant. Donc le gros problème aujourd'hui, c'est le SOC, il faut qu'il sorte du CNIS, mais le CNIS ne veut pas le lâcher. Donc il y a un conflit frontal aujourd'hui, bon, qui n'est pas encore dans la presse, mais qui ne va pas tarder à sortir dans la presse. Il y a eu un rapport qui a été fait par le CGER là-dessus, justement, sur ce conflit interne du CNIS. Je rajoute que le Labosem était au sein du CNIS au départ. Il en est sorti, mais pour être à la FNAMS. Donc c'est Karim Ancilla. Sachant que le président de la FNAMS est vice-président du CNIS, ou président d'une section du CNIS. C'est une grosse poule. C'est oui. C'est la consanguinité partout. C'est la loi de Chirac de 76 sur les interprofessions, ça date de là. Oui, c'est pas nouveau. On a un système particulier en France où les interprofessions sont construites sur le modèle des corporations du gouvernement Pétain, point à la ligne. Et ça, ce n'est plus accepté par l'Europe. L'Europe demande qu'il y ait plusieurs interprofessions dans chaque profession. La France n'en veut pas. Il faut qu'il y ait concurrence. L'Europe, c'est la concurrence. Michel, oui. Pardon, parce que je veux simplement dire, quand on présente ça, si on n'a pas tous en tête les autres interprofessions à côté, c'est un système où l'État reconduit tous les 3-5 ans, les accords ne sont pas les mêmes aux mêmes dates pour toutes les 70 interprofessions de France, reconduit le droit de prélever un impôt à des gens qui sont la plupart du temps à la tête majoritairement des industriels, qui peuvent orienter, pomper du fric aux paysans de base pour gérer, parce que on dit les gens ils payent, là bon ils payent peut-être cher, mais par exemple au lait, c'est tout le monde qui paye chaque demi-litre de lait, même si chaque litre de lait, même si les gens ils n'ont pas de revenus,
on leur pompe sur leur lait pour engraisser l'interprofession, qui fait une politique qui élimine les petits paysans, etc. Dans le vin, pareil, etc. Donc le truc de l'interprofession en soi, et le maire en est un grand apôtre, candidat à la présidentielle, là, on est un grand apôtre, lui, quand il était ministre de l'Agriculture, moi j'étais au secrétariat national, j'ai entendu dire qu'il allait semer la bonne parole dans toute l'Europe pour tout organisé sous la forme des interprofessions. C'est-à-dire l'État reconduit des accords interprofessionnels tous les 5 ans et dit « je vous le donne, le droit de prélever un impôt obligatoire, d'emmener les gens devant les tribunaux, les faire plier leur ferme si on veut ». Donc l'enjeu derrière tout ça, il est plus que la semence et plus que le suivi. C'est ça que je veux dire, quoi. Et est-ce qu'on favorise ça ou pas dans la semence, mais ailleurs, parce que c'est partout. Et puis s'il y a des gens comme le maire, qui n'est pas le pire des gens de droite, il faut qu'on avance. Allez, ils en mettront par Michel. Il est 1h moins on retient cette idée-là. Vous voulez juste faire une remarque? Le GVS. Attends, juste une remarque, dire que quand même dans les semences, une particularité, c'est qu'il n'y a rien en dehors de l'industrie de la semence, puisque la réglementation s'élabore dans le cadre du GNIS, comme ils le disent très fièrement là, dans la diapo sur le GNIS. Et par ailleurs, il n'y a pas d'études spécifiques, universitaires pour apprendre le droit des semences, c'est un droit privé. Je continue sur le GVS, qui pose, à mon avis, au moins autant de problèmes que le GNIS, avec le point, c'est que depuis 2012, son directeur vient de Limagrin, non, de Villemorin initialement. Je me suis bien bagarré, à chaque fois qu'on fait des débats en Anjou, on se retrouve. Et il se dit, maintenant je joue un rôle plutôt cadre étatique, mais il représente toujours la casquette Villemorin derrière. C'est un groupement d'intérêt public, selon l'intérêt de l'arrêté du 11 mai 89, dont les administrateurs sont l'INRA, le ministère en charge de l'agriculture, et le GNIS. Ces structures juridiques, je reproduis leurs documents, assurent son indépendance et sa neutralité dans un esprit de service public. Le statut de GIP recherche lie l'État, la recherche et les représentants professionnels, garantissant une bonne prise en compte des enjeux de la filière. Et il a pour fonction, ce GVES, ce groupement d'études des variétés, l'inscription des variétés végétales au catalogue officiel, enfin il les étudie, c'est pas lui qui les inscrit, la protection juridique du droit des obtenteurs et la certification des semences avant leur commercialisation. Bon, à chaque fois ils ont essayé d'ouvrir leurs portes avec les faucheurs volontaires et autres. On a fait plusieurs débats au sein du GVES, ça se termine souvent en bagarre parce qu'on ne sent pas du tout une structure neutre et jouant carte sur table vis-à-vis des citoyens et des agriculteurs qui ne partagent pas les options des firmes qu'il y a derrière. Qu'est-ce que tu en penses? Qu'est-ce que tu dirais du GVES, toi qui l'as aussi côtoyé via le CTPS? D'abord, lui, il est payé par le contribuable. Il est payé par le contribuable. contribuable. C'est les fonctionnaires de l'INRA. Ils étaient 350, ils sont quand même un peu moins nombreux. Donc entre 350 et les plus de 1000 experts, tout le reste, c'est des bénévoles de la profession. Déjà, ça donne une idée. La particularité du GVES qu'on ne dit pas, c'est qu'on souligne son rôle par rapport au catalogue, à la loyauté du commerce et tout le bordel, c'est que l'essentiel de son boulot, c'est pour les certificats d'obtention végétale. Les essais catalogues et les essais pour les certificats d'obtention végétale sont de même nature. Pour l'instant, on en fait encore 2. Et bon, comme c'est les mêmes, dans pas longtemps, ils vont en faire un seul. Donc, ils gèrent tout le côté administratif de l'OCVV. Le moteur théorique et juridique de l'UPOF, c'est le GVES. Depuis que l'UPOF a été créé, et aujourd'hui encore, qui c'est qui a mis sur la table phénotypage à haut débit et génotypage à haut débit, on en parlera cet après-midi, qui a fait des premières études depuis la fin des années 90, c'est le GVES qui a amené ça au niveau international. C'est-à-dire, c'est vraiment l'anticipateur des nouvelles lois sur les biotech, c'est le GVES. C'est pas pour rien qu'il a comme directeur un ancien de Villemorin. C'est l'ancien directeur des relations humaines à Villemorin. Bon. C'est pas n'importe qui quand même. Maintenant, la FNAMS, autre acteur, Fédération nationale des agriculteurs multiplicateurs. Le président actuel, Jean-Noël Dénin, président de la BOSEM. Donc, maintenant, la BOSEM étant sous le contrôle de la FNAMS, c'est une structure qui
la FNAMS est adhérente à la FNSEA, et il est aussi, ce Jean-Noël Desnains, président de la section plantes potagères et florales du GNIS. Donc la consanguinité, elle se poursuit. Alors le GNIS, bon, c'est un syndicat qui défend les 18 000 environ agriculteurs multiplicateurs, enfin qui les défend. Qui les taxe d'abord, et la taxe sur... c'est d'abord elle qui la FNAMS qui l'aperçoit. Je ne rentre pas dans le détail, je pense que moi j'ai été agriculteur multiplicateur pendant 30 ans, je n'ai jamais eu de contact avec la FNAMS, sauf le prélèvement que je n'ai pas pu empêcher. Le CTPS. Sauf que là aussi, donc la FNAMS, c'est une section de la FNSEA. Section de la FNSEA, adhérente à la FNSEA. Qui se permet de prélever des cotisations sur le produit. Le CTPS, Guy, tu pourras en dire plus, ça me permettrait d'avancer. Tu en diras plus après ce soir ou non? Non, le CTPS, en fait, c'est un comité consultatif qui ne prend aucune décision, qui n'a pas de statut, qui n'existe pas. Plus de la moitié de ses membres, ce sont des fonctionnaires du GES, au plénier et dans les sections. Après, c'est l'Union française des semenciers, le GNIS, la FNAMS, l'INRA. Donc on est en famille, et en famille, on fait des propositions pour la gestion... À part toi, tu as vraiment l'impression que tout le reste, c'est en famille, quoi. Ah oui, oui, c'est vraiment en famille. Normalement, à part moi et Jean-Paul... Donc pour le remplacer, il va falloir choisir un d'eux. Hein. À part moi et Jean-Paul Simoneau, mais qui ne vient pas, de la coordination rurale. Donc on est deux, si tu veux, à pas être dans la famille. Quoi. Mais même moi, il cherche vraiment à me faire rentrer dans la famille, quoi. Les tutournants. Pierre Pagès ne tutoyait jamais tant qu'il était représentant du Maghreb, et qu'il est président du GNIS, il tutoie, il me tape sur l'épaule. Tu as vraiment une politique, tu en parles souvent, toi, les petits arrangements entre amis. Voilà. Voilà. Et moi, en permanence, toi, tu as vécu ça au HCB, il faut qu'on rentre dans les petits arrangements entre amis. On te fait des petits avantages, etc. Et ils arrangent leurs affaires entre eux, et après, l'État, il met le pont. D'accord, il est là pour ça. Alors, une dernière chose, le président du CTPS, il est nommé par l'État et en général, c'est quelqu'un du CGAER, c'est-à-dire, comment vous dire, c'est les ingénieurs qui font la politique agricole du ministère de l'Agriculture, quel que soit le ministère de l'Agriculture. Le corps des ingénieurs qui font la politique agricole. Alors, dans mon schéma, je devrais parler du catalogue, mais qui va parler du catalogue ce soir? Forcément, il y a des évolutions. Donc je passe. L'INOV, tu vas en parler aussi, parce que je voudrais parler, moi, des 10 points à la fin. Avant ça. L'OCVC, tu vas en parler aussi. Le SOC, on en a parlé un petit peu, avec le fait que ça devrait être indépendant, dépendre de l'État, ne pas dépendre du GNIS ou de la FNAMS ou d'autre chose. Avec les différents contrôles au champ, mais en fait c'est délégué aux entreprises. Moi j'ai jamais vu un contrôleur, en 30 ans, je n'ai jamais vu un contrôleur du SOC dans mes champs de semences. On en avait quand même 15 hectares de 5 ou 6 espèces chaque année. Les contrôles en usine, les contrôles en laboratoire, et puis le schéma ici qui vous donne tous les nombres de contrats, 388 000 hectares, c'est pas rien. En exportation, balance d'exportation, c'est là je pense, on est les premiers en balance importation, exportation de semences, on est les premiers exportateurs mondiaux de semences. Oui, essentiellement sur le marché européen. Sur le marché européen en grande majorité. Donc c'est vraiment une filière que l'État protège et puis qui fait vivre un certain nombre de paysans, mais qui se traduit par des charges de semences chez un grand nombre d'autres paysans, la plus grande majorité. Donc là, il y a les chiffres, les acteurs impliqués, je passe. Le rôle du Labocem, qui est lié à la FNAMS, qui réalise 10 000 analyses par an. Il y a d'autres laboratoires indépendants, mais c'est Labocem qui pèse le plus. Non? Oui, il y en a 5 ou 6. Il n'a pas énormément. Bon. Comme plein d'autres, le siège est en Maine-et-Loire. Là, maintenant, je vais passer à ce que pour terminer, tout ça, c'est tous les principaux points à débattre. Suite à l'exposé de Bob, et puis ce que j'ai essayé de présenter, la régression de la diversité génétique des principales espèces cultivées. J'ai mis 5 diapos en annexe de diaporama pour plusieurs espèces. C'est Galé. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3. C'est pas 1, 2, 3 juste avant? Pardon. Oh, excusez-moi. Bon, premier point. Les options dominantes de sélection, la lignée pure homozygote, ou l'hybride de type maïs, avec des plantes toutes identiques dans un même champ,
ça permet de répondre aux critères d'DHS, à la sécurisation de retour sur investissement, parfois aux demandes de Laval. Hein, les industriels de Laval ont demandé à avoir des plantes homogènes, mais ça ne répond pas fondamentalement à la nécessité d'augmenter la biodiversité cultivée afin de faire face aux aléas climatiques actuels et à venir. Surtout quand on travaille dans les pays du Sud et qu'on voit arriver des DHS dans le cadre de l'OAPI en Afrique de l'Ouest, on dit ils sont fous. La clé du sujet, c'est vraiment d'avoir une gamme de variétés chez le paysan de mil ou de sorgho, et puis en fonction des caractéristiques de l'année, tu te débrouilles avec ces populations. Si tu as des variétés trop homogènes, ça ne marche pas. Deuxième point, des semences et plantes tous semblables et densément implantées dans un même champ sont globalement plus sensibles aux insectes et aux maladies. C'est logique, hein, c'est un stade avec 100 000 clones. Alors, couplé avec des rotations trop courtes, c'est pour moi le principal facteur qui induit l'utilisation de nombreux pesticides. Il faut changer ça. Nous, on a changé en mettant 4 variétés des obtenteurs mélangés pour le blé. On a essayé de remettre aussi de la biodiversité dans d'autres cultures, je ne rentre pas dans le détail. Troisième point, c'est à creuser ce point-là. Les idéotypes chers aux sélectionneurs priorisent le rendement, la réponse aux attentes des industriels, la résistance à des maladies et des parasites. La qualité nutritionnelle n'est jamais mise en avant. Demain, à l'AFA, je ne serai pas avec vous demain, parce que à l'AFA, l'Association française d'agronomie, ils ont mis des bas-clés, le lien entre nutrition et agronomie. Et donc la qualité nutritionnelle. Il y aura des médecins qui vont s'exprimer et tout. Moi, je veux être là, comme il y aura aussi des obtenteurs. Alors, cette qualité nutritionnelle, ce qu'on note, et partout, c'est pas seulement en France, c'est que la qualité nutritionnelle des variétés paysannes, que ce soit le maïs du Guatemala par rapport au maïs des États-Unis ou au maïs grain français, à chaque fois, on a augmentation des rendements, on fabrique plus d'hydrocarbone, hein, on a plus d'énergie dans les plantes, on a moins, comme s'il y a une corrélation négative, on a moins de protéines, et puis on a moins souvent de minéraux et de vitamines. Et ça, c'est dans presque toutes les plantes, parce qu'on a sélectionné sur le critère rendement grain. Bob, hein? On a sélectionné sur le critère assimilation d'azote. Et assimilation d'azote, ouais. Ça, là, c'est un truc ça sort de plus en plus, et il faut le mettre en avant, la qualité nutritionnelle. C'est un point... Alors maintenant, point 4, régression de la diversité génétique des principales espèces cultivées. J'ai des diapos qui viennent du professeur André Gallet. Alors c'est un généticien de l'agro de Paris plutôt traditionnel, mais au moins quand il avance que le blé, on a constaté une régression, que le maïs, même s'il y a les hybrides, on constate globalement par rapport aux populations aussi une régression, et à part la pomme de terre, la majorité des espèces cultivées en France, on a une régression de la biodiversité. Et puis, à côté de ça, il y a des plantes orphelines, notamment les légumineuses. Moi, quand on a semé des févroles pendant plein d'années, on utilisait des variétés qui avaient 40 ans, 50 ans, sur lesquelles il n'y avait plus aucun effort de sélection. Et c'est normal, il faut laisser la place au soja américain ou brésilien. Cinquièmement, le recul des financements attribués aux sélectionneurs publics et très peu de moyens humains et financiers pour la sélection participative. Ça, c'est aussi un thème qu'il faut mettre en avant. Le point 6, c'est ce qu'on vient de voir. J'ai formulé, tu le formuleras, Eddy, sûrement de façon plus dure, une organisation de la sélection et de multiplication variétale ambiguë, avec des salariés financés par l'État au service d'intérêts privés, SOC, GVS, etc. Bon. Point 7, forte consanguinité au sein des acteurs de la filière française des semences, avec renforcement ces dernières années de la dominance Limagrain-Villemorin. J'aime bien ce terme de Ils sont carrément autographes, quoi. Ils vont être tarés, tu vas voir. Bon, le point 8, c'est ce que tu vas présenter, Eric, c'est toujours plus de biotech brevetées et cachées sous des COV. Toujours plus d'OGM cachés. Point 9, payer des CVO aux obtenteurs sans avoir de droit de regard sur l'utilisation des fonds collectés est inacceptable. Et le point 10, j'évoque ça parce que demain je ne serai pas là. Quel que soit, point 10,
c'est tellement difficile sur le plan des VRTH de contrer la mutagénèse quand tu vois la fréquence des variétés qui sortent actuellement, dans lesquelles il y a eu l'utilisation d'agents mutagènes en amont, que je pense que pour lutter contre les VRTH, c'est ce que dit Arnaud Apothécaire, on était ensemble au stand de la conf lors du salon d'agriculture, c'est qu'on devrait simplement dire, pour bien communiquer, quelle que soit la méthode utilisée, créer des plantes tolérantes à des herbicides devrait être interdit. C'est plus simple à communiquer que parler de la mutagénèse. C'est pas non plus très simple parce que toutes les plantes sont tolérantes aux herbicides. Oui, c'est un complet. Non, il faut le rendu tolérant. Rendu tolérante aux herbicides qui sont censés les tuer. Oui, non, il faut que je rajoute rendu. Tu as raison. J'arrête là. Ça te va dans le temps? Bah là, on n'a plus beaucoup de temps pour débattre. Parce que on a débattu en route. Hein, un peu.